Voici l'histoire de celui qu'on a appelé le coucou. Le coucou, vous le savez, a la fâcheuse habitude de s'installer dans le nid des autres. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Alfredo Stranieri à la fin des années 90. Il a tué des gens pour s'installer chez eux, dans leur canapé, à leur place. Et comme ça, il en a tué 4. J'ai écrit ce récit avec Kiss, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Au début du mois de janvier 1999, en région parisienne, Simon cherche à vendre sa voiture, une Jaguar toute neuve. Il l'a achetée il y a quelques semaines, il a eu les yeux plus gros que le ventre, il a besoin d'argent, il veut la revendre. Alors il fait passer une petite annonce. Et assez vite, il reçoit un appel. Bonjour monsieur, je suis intéressé par votre voiture. Est-ce qu'on peut faire affaire? Évidemment, monsieur, évidemment. Vous avez vu le prix? Oui, 390 000 francs. Pas de problème, ça m'intéresse. Vous ne voulez pas la voir ou l'essayer d'abord? Ah non, pas la peine, je vous la prends. D'accord. Est-ce que vous pouvez me la livrer? J'habite à Viry-Châtillon, j'ai une boîte de nuit là-bas. D'accord. Il me faudra un chèque certifié, bien entendu. Pas de problème, je vais le demander à ma banque. Je peux avoir votre nom, monsieur? Oui, bien entendu. Adman, Frédéric Adman. Quand il raccroche, Simon est un peu surpris. Le type n'a pas voulu voir la voiture avant et il n'a même pas cherché à négocier le prix. Bizarre. Mais en même temps, Simon veut vendre sa voiture, alors il y va. Il prend sa Jaguar et il va à l'adresse que l'autre lui a indiquée à Viry-Châtillon. Et il arrive devant le New Love, une discothèque un peu décatie, et même très décatie. L'endroit mériterait un bon coup de peinture. Il se gare, il descend de la voiture, et là il voit arriver le propriétaire. « Ah, bonjour monsieur, Frédéric Adman, enchanté. Merci d'être venu jusqu'ici. Dites-moi, j'ai un petit contretemps. Un ami doit venir me porter le chèque certifié de la banque. Il n'est pas encore arrivé. Si ça vous dit, en attendant, je vous montre la boîte. » Simon n'est pas vraiment venu pour ça. Mais bon, va pour la boîte si ça ne dure pas trop longtemps. La discothèque est en sous-sol. Et la scène est assez drôle parce que l'autre se met en tête de mettre sa discothèque en marche. Il allume les spots et la boule à facettes et il met la musique à fond. Au début, Simon trouve ça amusant. Et puis comme ça dure, il se lasse. Et il le lui dit. « Dites-moi, merci pour la musique, mais il faudrait que j'y aille. Il va arriver bientôt, votre chèque. » Et là, d'un coup, l'autre éteint la lumière, il coupe la musique. Et dans la pénombre, Simon croit apercevoir un fusil. Mais c'est trop tard. L'autre lui tire dessus, une balle dans la poitrine. Mais qu'est-ce que vous faites? Et là, Simon prend une deuxième balle dans les côtes. Il est paniqué, il comprend pas ce qui se passe, alors il se met à courir vers l'escalier qui remonte vers le rez-de-chaussée. Et là, l'autre lui tire encore dessus, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Malgré tout, Simon arrive à grimper l'escalier. Quand il arrive dehors, il est très malin au point, bien sûr, il a tout de même pris 5 balles dans le buffet. Et là, il voit que l'autre revient, toujours avec son fusil. Alors il fait demi-tour, il re-rentre dans la discothèque, et il s'arc-boute comme il le peut contre la porte pour empêcher le gars de rentrer. Pendant ce temps, il pisse le sang. Et puis plus rien. Plus un bruit. Simon entr'ouvre la porte. L'autre est parti. La voie est libre. Il parvient à passer par-dessus la clôture barbelée du voisin et il s'écroule dans son jardin. Le SAMU arrive, Simon est transporté à l'hôpital, il est dans le coma. Et quand les flics débarquent, il n'y a plus personne dans la boîte de nuit. Ils trouvent juste par terre une carabine 22 long rifle. Dès que Simon sort du coma,
Les policiers, bien sûr, lui demandent de raconter ce qui lui est arrivé. À votre connaissance, monsieur, est-ce que quelqu'un vous veut du mal? Est-ce que vous avez des ennemis? Est-ce que vous êtes en conflit avec quelqu'un? Des ennemis? Non. Peut-être le mari de ma maîtresse. Mais c'est tout. Le mari cocu. C'est une piste. Mais il y en a une autre. La discothèque, le New Love. C'est une boîte qui n'a pas très bonne réputation. Il y a une pétition des gens du quartier pour la faire fermer. Et un soir, il a fallu faire venir des CRS pour mettre fin à une bagarre générale. Oh, dis-moi, est-ce que tu peux chercher qui est le propriétaire de ce bousin là? Alors, il s'appelle Alfredo Stranieri. Tu peux passer son nom au fichier au cas où? Ok. Ah! Bingo! Il est connu chez nous, ce Stranieri, fiché pour des escroqueries, et il y a 2 ans pour un trafic de voitures. Ce Stranieri n'habite pas à Viry-Châtillon, il habite à Soisy-sur-Seine. Les policiers y vont tout de suite. Et c'est madame qui le rouvre. Elle est très surprise. Alfredo? Une tentative de meurtre, vous me dites? Mais c'est impossible. Et vous savez où il est? Ah ben non. Mais dès qu'il se manifeste, je vous contacte, promis. Je vous le dis tout de suite, elle ne les appellera jamais. Le lendemain, bien sûr, l'affaire est dans le journal. Pas grand-chose, hein. Un entrefilet en page locale du Parisien, mais qui fait tilt dans la tête d'un couple de la région, les Girard. C'est-à-dire que quand on a vu que ça s'était passé à la boîte de nuit, le New Love, à Viry-Châtillon, on s'est dit qu'il fallait qu'on vienne vous voir. Par où commencer? Cette boîte de nuit avant, elle appartenait à Frédéric, le compagnon de notre fille, Nathalie. Et puis il y a environ 2 ans, Frédéric a décidé de vendre. Et donc il a passé une annonce. Et quelqu'un qui était intéressé est venu visiter. Et ça lui a plu tout de suite au gars. Il a même pas discuté le prix. Et voilà, en 24 heures, c'était bouclé. Et donc le gars, il a emménagé. Et depuis, on n'a aucune nouvelle de Nathalie. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et Frédéric non plus. Les Girard racontent que quelque temps plus tard, ils sont allés sur place et qu'ils sont tombés sur le nouveau propriétaire. Et il vous a dit comment il s'appelait, ce monsieur? Oui. Stranieri. Alfredo, hein, c'est ça, chérie? Alfredo Stranieri. Les Girard racontent aussi que très vite après, le compte bancaire de leur fille Nathalie a été siphonné. Alors naturellement, ils sont allés au commissariat. On leur a dit comme souvent que leur fille était majeure et qu'elle avait donc le droit de disparaître. Et voilà. Les Girard racontent qu'à ce moment-là, ils ont décidé de mener leur propre enquête. Et pour ça, ils sont venus installer leur caravane au camping de Viry-Châtillon. Et pendant des jours et des nuits, ils ont planqué devant la boîte de nuit. Et 100 fois, ils ont appelé le nouveau propriétaire, Stranieri, pour lui demander s'il avait des nouvelles. On l'appelait tout le temps, quoi. Enfin, pour savoir si Nathalie ou Frédéric étaient rentrés en contact avec lui. Et une fois, il nous a dit qu'il avait eu Nathalie au téléphone et qu'elle était enceinte. Et ça, vous comprenez, on n'a pas pu le croire. Enfin, si elle était tombée enceinte, elle nous aurait appelé, c'est sûr. On n'avait aucun problème avec elle. Alors les Girard ont placardé des centaines d'affiches dans toute la région, avec la photo de Nathalie et celle de Frédéric. Ils offraient une récompense de 5000 francs à qui leur donnerait des informations. Ça n'a rien donné. Et c'est pour ça que quand on a vu qu'il s'était encore passé quelque chose au New Love, on est venu vous voir. En se disant que peut-être cette fois-ci, on allait mener une enquête sur la disparition de notre fille. Les pauvres. À la suite de leur déposition, il ne se passe rien du tout. Les flics ne bougent pas le petit doigt. Jusqu'à ce qu'Alfredo Stranieri refasse parler de lui. La suite se passe très loin de Viry-Châtillon.
dans l'Aveyron. Et là encore, c'est un couple qui disparaît. Claude Mouly et Nicole Rousseau. Ils tenaient une auberge, la Bourriate. En 1999, ils décident de se séparer. Et donc, ils mettent le restaurant en vente. Et fin mars 1999, ah bah ça y est, ils ont un acheteur. Le gars n'a même pas cherché à négocier. 4 millions de francs. C'était inespéré. Et depuis, eh bien les enfants de Claude et de Nicole n'ont plus aucune nouvelle. Le fils de Nicole est le premier à s'inquiéter. C'est-à-dire, je devais passer le week-end chez ma mère. Moi, j'étais pas au courant qu'ils avaient vendu. Alors je l'ai appelé. Et là, c'est un type qui m'a répondu. Il m'a dit qu'il avait signé le compromis de vente chez le notaire et que... il s'était installé. Vous avez le nom de cette personne? Oui. Mario Stranieri. Tiens, Alfredo est devenu Mario. La fille de Claude Mouly, elle aussi s'inquiète. Et elle va sur place. Et le même Stranieri lui dit une énormité. Il m'a dit, je les ai emmenés moi-même à la gare de Figeac, qui partaient en vacances. Mais ça collait pas, enfin. Ils pouvaient pas être partis en vacances ensemble. Ils avaient décidé de se séparer. Et par ailleurs, mon père détestait le train. Alors, au moment où j'ai décidé d'aller sur place, dans la maison où mon père habitait avec Nicole, toutes ses affaires étaient là. Il y avait ses papiers d'identité, il y avait ses affaires de toilette, il y avait même ses médicaments pour le cœur. Je me suis dit qu'il n'avait pas pu partir sans ses médicaments. Et c'est là que j'ai décidé de m'installer dans la maison. Parce que l'autre, il avait soi-disant racheté l'auberge, mais il n'avait pas racheté la maison. La fille de Claude Mouly raconte qu'à ce moment-là, elle a tellement la trouille que la nuit, elle se barricade dans la maison de son père et qu'elle s'est acheté un fusil, au cas où. Et puis à un moment, j'ai décidé d'aller à la gendarmerie pour signaler la disparition de mon père. Et le fils de Nicole a fait la même chose pour sa mère. Mais aucune recherche sérieuse n'est véritablement lancée. Et il faut attendre 3 mois avant que les gendarmes du coin se décident à convoquer ce Mario Stranieri. Et l'autre les embrouille dans les grandes largeurs. Quand on a signé le compromis de vente, évidemment, j'étais pas propriétaire tout de suite. Mais ils voulaient prendre quelques semaines de vacances. Et donc, ils m'ont confié la gérance jusqu'à leur retour. C'est pour ça que je suis déjà sur place. Je vais vous dire quelque chose qui est un peu délicat. Ils ont le sida, tous les deux. Ils sont allés en Suisse, à Genève, pour se faire soigner. Mais ça, j'ai pas voulu le dire à leurs enfants. Vous comprenez, c'est délicat. Et comme il a l'allure d'un honnête commerçant, eh bien les gendarmes n'y voient que du feu. Ils se feront embrouiller le cerveau. Enfin, dans un premier temps, parce que un jour ils s'aperçoivent que ce Mario Stranieri a un frère qui s'appelle Alfredo Stranieri et qui, lui, est recherché par la police de l'Essonne pour avoir tiré sur un homme. Alors ils se rencardent sur ce compromis de vente de l'auberge. Nom de Dieu, il est au nom d'Alfredo Stranieri et pas du tout au nom de Mario Stranieri. Le type qui prétend avoir acheté ce restaurant La Bourriate a un mandat d'arrêt contre lui. Et ça change tout. Illico, les gendarmes déboulent à l'auberge. Stranieri les accueille avec un grand sourire. Ça ne va pas durer. Monsieur Stranieri, je vous informe qu'à dater de cet instant, vous êtes placé en garde à vue. Vous voulez bien me suivre, je vous prie. Arrivé à la gendarmerie de Capdenac, la première chose que font les gendarmes, c'est de prendre les empreintes digitales de ce soi-disant Mario Stranieri. Dites-moi, monsieur Stranieri, vous ne vous appelez pas Mario, vous vous appelez Alfredo Stranieri. Et vous êtes recherché. Vous le savez, ça? Recherché? Ah non. Vous êtes recherché depuis 6 mois
pour une tentative de meurtre commise dans le département de l'Essonne. Nous avons informé nos collègues de l'Essonne de votre arrestation. Vous allez être transféré, monsieur Stranieri. Et voilà Stranieri, Alfredo Stranieri, transféré en région parisienne, où le juge d'instruction d'Evry, qui est chargé de l'enquête sur l'agression de Simon, a 2 ou 3 questions à lui poser. Mais en face, l'autre est retors. Ah mais moi je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est pas bien compliqué. Oui, je lui ai tiré dessus. Mais c'était de la légitime défense. Ah ça oui. À un moment donné, je suis remonté de la discothèque, et dans l'escalier, je me suis retrouvé en face de 2 trafiquants de voitures. Et il y en a un, il m'a menacé avec un couteau. Alors j'ai tiré. J'ai tiré pour me défendre, c'est normal. Et ça s'est passé où, ça, monsieur? Ah ben, dans la cuisine du restaurant. Et combien de fois avez-vous tiré, monsieur? Ah ben, une fois. Une seule fois. Pinocchio! Simon a pris 5 bastos dans le buffet. Pas une, 5. Le juge demande alors aux gendarmes, qui viennent de récupérer le dossier, de retourner au New Love pour une nouvelle perquisition. Et là, pour le coup, les gendarmes emportent un groupe électrogène. Pas question de s'éclairer avec les spots de la boîte et la boule à facettes. Ils veulent voir dans les coins et dans les recoins. C'est bon, j'en ai une. Et moi j'en ai une deuxième. Et voilà une troisième. Ils ont retrouvé 3 douilles. 3. Pas 5. Mais certainement pas une. Et ils ne les ont pas trouvées dans la cuisine, comme l'a dit Stranieri, mais dans la discothèque. Et dans la foulée, ils trouvent des traces de sang qui correspondent parfaitement au trajet décrit par Simon Cohen. Le juge est maintenant convaincu que Stranieri a voulu tuer Simon Cohen dans le seul but de lui voler sa Jaguar. Enquête bouclée. Ou presque. Enfin, Stranieri file en prison. Sauf que normalement, on va quand même pas en rester là, n'est-ce pas? Parce qu'il manque toujours les anciens propriétaires de New Love, Frédéric et Nathalie. Et puis les propriétaires de la Bourriade dans l'Aveyron, Claude et Nicole. Eh ben non. Le juge ne va pas plus loin. Il ne profite pas de l'arrestation de Stranieri pour relancer les 2 enquêtes. Désespérant. C'est un journaliste du Parisien qui déclenche la suite. Il s'appelle Jérôme Glaise. Et il veut en savoir plus sur cette histoire de coup de feu tiré sur Simon Cohen, pour laquelle Stranieri vient d'être arrêté. Et donc il va sur place, à Viry-Châtillon, dans le quartier du New Love. Et là, il commence à tirer un fil. Et il va voir les voisins de la boîte de nuit. Vous n'êtes pas au courant? Les anciens propriétaires de la discothèque, ceux à qui Stranieri l'a acheté, ils ont disparu. Ils ont disparu du jour au lendemain. Et depuis, plus de nouvelles. Moi, j'ai vu leurs parents, ils les cherchent. Mais ils les ont pas retrouvés. Vous saviez pas ça? Non. Les gendarmes m'en ont pas parlé. Oh, mais vous devriez vous renseigner. C'est quand même très inquiétant, non? Moi, je vais vous dire. Je me demande s'il les a pas tués. Ah, mais oui. Et ce même journaliste du Parisien poursuit donc son enquête. Il sait que Stranieri a été arrêté dans l'Aveyron, dans une auberge qu'il venait d'acheter. Alors il se rencarde sur le contexte de cette arrestation. Et là, il découvre le poteau rose. Les anciens propriétaires de la Bourriade, Claude Mouly et Nicole Rousseau, eux aussi ont disparu. Dans les mêmes conditions, du jour au lendemain, après avoir vendu leur affaire à Stranieri. C'est un journaliste qui fait le lien entre les 3 affaires. C'est pas un juge, c'est pas un gendarme, c'est pas un policier. C'est un journaliste, tout seul, avec sa bite et son couteau. Comme quoi, quand on se remue un peu les fesses, ça paye. Et là, pour avancer dans son enquête, le même Jérôme Glaise du Parisien décide d'appeler les parents Girard. Les parents de Nathalie, compagne de Frédéric, l'ancien propriétaire du New Love. Dites-moi,
Est-ce que vous êtes au courant qu'Alfredo Stranieri vient d'être arrêté dans l'affaire des coups de feu tirés sur Simon Cohen au New Love? Ah non? On savait pas ça? Il a été arrêté? Oui, il a été arrêté dans l'Aveyron. Et ça va vous intéresser, je pense, parce que là-bas, dans l'Aveyron, il venait d'acheter une auberge dont les propriétaires ont aussi disparu, comme votre fille et son compagnon. Les Girard sont stupéfaits. Et donc là, ils décident d'aller dans l'Aveyron, parce que maintenant qu'ils savent qu'ils sont deux familles à vivre le même enfer, ils veulent voir les enfants de Claude Moulier et Nicole Rousseau. Ils veulent comparer leurs deux histoires. Et bien sûr unir leurs forces pour obtenir une enquête, une vraie. Et là-bas donc, ils rencontrent la fille de Claude Moulier, Corinne. Ah mais il a acheté la bourriate au prix fort, sans négocier. Comme il a acheté le New Love, et comme il a prétendu vouloir acheter la Jaguar de Simon Cohen, sans négocier. Et 3 jours après, il s'est installé dedans, tranquille quoi, comme s'il était chez lui. Alors que la vente était même pas signée chez le notaire. Le même scénario qu'à Viry-Châtillon. Et là, ils comprennent que ce Stranieri est un coucou qui s'installe tranquillement dans le nid des autres. Et au passage, ils réalisent aussi que probablement leurs enfants sont morts, qu'il les a tués, ça paraît clair. Ils avaient encore un petit espoir qu'ils soient vivants quelque part, mais désormais, ils n'ont plus aucune illusion. Stranieri les a tués. Et tout ça, les Girard vont le raconter immédiatement aux gendarmes de l'Aveyron. Et là, enfin, on les écoute. Dans la foulée, une information judiciaire est ouverte au sujet des disparitions. Un juge d'instruction est désigné. Et les 2 dossiers sont réunis. Et tout ça, grâce au journaliste du Parisien, lequel vient de publier un long article dans le journal. Et maintenant, où sont les corps? Où les a-t-il mis? Une nuit, les Girard ont comme un flash, comme une révélation, une image qui leur revient de l'époque où ils planquaient devant la boîte de nuit. Au nom de Dieu! La bâche bleue dans le jardin de Viry-Châtillon, tu te souviens? Elle recouvrait de la terre fraîchement retournée. C'est là qu'il les a mis. Il les a mis sous la bâche. À l'époque, ils n'ont pas pensé une minute que leur fille et son ami Frédéric étaient morts. Mais maintenant qu'ils l'envisagent, ils se disent que c'est là qu'il faut creuser, sous la bâche. Alors le lendemain, M. Girard appelle la gendarmerie d'Évry. Je vous préviens, hein. Si vous y allez pas, c'est moi qui vais creuser. Et comme il se dit que les gendarmes ne vont peut-être pas y aller sur la base de sa seule intuition, il y va lui-même, avec une pelle et une pioche. Mais quand il arrive devant la boîte de nuit, il y a des voitures bleues partout. Les gendarmes sont là, et ils creusent. Stop! Ils viennent de tomber sur le corps de Nathalie, et à côté, sur celui de Frédéric. Dans la foulée, évidemment, le juge demande aux gendarmes d'entendre Stranieri. Monsieur Stranieri, on a trouvé les corps de Frédéric Cadman et de Nathalie Girard dans le jardin du New Love. C'est vous qui les avez tués, n'est-ce pas? Tués? Moi? Ah mais non! Je les ai pas tués, ces gens, moi. Je leur ai acheté leur boîte de nuit, et puis c'est tout. Après, je sais pas ce qu'ils sont devenus. Je les ai jamais revus, hein, je vous jure. Je vous jure. Comme si ce peigne-cul avait une parole. On rêve. Le lendemain, c'est dans l'Aveyron que ça se passe, à la Bourriate. Les gendarmes débarquent avec des pelleteuses et ils ont fait venir Stranieri qu'on a sorti pour l'occasion de Fleury-Mérogis où il crèche depuis 8 jours. Bien, monsieur Stranieri, vous pourriez peut-être nous faire gagner du temps. Où est-ce qu'on doit creuser, monsieur Stranieri? Ah, mais j'en sais rien, moi, je suis désolé. Pourquoi vous pensez que je peux vous aider? J'ai rien fait, moi. J'ai rien fait du tout. Et pourtant,
À un moment, l'une des pelleteuses bute sur un corps humain et on déterre 2 cadavres. Celui de Nicole Rousseau et celui de Claude Mouly. Mort de suite de coups violents portés à la tête. Et voilà donc Stranieri inculpé pour 4 meurtres et 1 tentative de meurtre. Tout ça en 1 an. Mais lui, devant les juges, continue de nier les évidences. Il n'y est pour rien. Rien du tout. C'est un malentendu. Juré. Le procès d'Alfredo Stranieri s'ouvre le 18 février 2003 devant la cour d'assises d'Évry pour 4 meurtres et 1 tentative. Et lui, il n'a pas bougé d'un iota. J'ai rien fait du tout. J'ai tué personne. Personne. Le procès dure 2 semaines et il en reste là. Pas d'aveu, pas d'explication et donc pas de regret. Le verdict est couru d'avance. Perpétuité, il va prendre perpétuité, et il prend perpétuité. Et bien sûr, il fait appel, et il reprend perpète. La scène finale de cette histoire de fou se déroule en prison, à la centrale de Poissy, où Stranieri purge sa peine. Il se marie, figurez-vous, avec un autre détenu, un homme, et avec de drôles de témoins. Une petite salle pas plus grande qu'une cuisine, assis en jean face au maire de Poissy, Alfredo Stranieri, le tueur aux petites annonces, 4 victimes, perpétuité, et Germain Gueff, un meurtre, 30 ans de réclusion. À leur côté, 2 témoins de marque, Carlos, le terroriste pensionnaire des lieux, et Dieudonné, l'humoriste controversé, qui n'a jamais manifesté son engouement pour le mariage pour tous. Plaisanterie ou pas, le parquet a donné son accord. Le maire de Poissy, Frédéric Bernard, a donc uni les 2 détenus. Et c'est pas fini. En sortant de la salle de mariage, Dieudonné, parce que j'avais fait un numéro de fait entrer l'accusé sur cette histoire, me menace personnellement. Il a dit, écoute, si tu le vois, on l'atte, tu lui diras, le jour bientôt arrive où les déjections catholiques de ton espèce devront rendre compte publiquement pour leurs invectives médiatiques esclavagistes sionistes. Nous nous occuperons personnellement de ton cas, moi et mon époux. Rira bien, alors, non pas qui rira le dernier, mais qui tiendra la hache. Là, ils ont un projet pour toi. Mais il faut dire aussi que t'exagères. T'es con, sur ce coup-là, je trouve. Mais qui a laissé se jouer cette pantalonnade? Qui a laissé Dieudonné et le terroriste Carlos être les témoins d'un type qui a froidement tué 4 personnes et qui voulait juste se moquer de notre poire? Voilà pour cette histoire que nous allons débriefer avec vous maintenant, Monsieur Girard. Claude Girard, vous êtes donc le papa de Nathalie, victime avec son compagnon de l'époque, Frédéric Adman, de l'horrible Stranieri. Un mot peut-être pour commencer sur ce mariage de Stranieri et surtout le cirque qui a accompagné et suivi cet événement. Comment est-ce que vous vivez ça, vous, à l'époque? C'est le ridicule, le disputé à l'absurde. C'est un scénario monté de toutes pièces par Dieudonné. Dieudonné était le mentor de Gueff et de Stranieri. Dieudonné veut donner des cours de chansons potaches en prison. Ils ont décidé de se marier. C'était suite immédiate à la loi qui est passée, qui autorisait le mariage pour tous. Bon, et ils ont fait ça pour faire parler d'eux, comme ils ont fait parler d'eux quand ils ont réclamé la paternité de la fille de Madame Rachida Dati, alors ministre de la Justice. Mais vous dont la fille est morte à cause de ce type-là, comment vous réagissez quand vous voyez ce cirque? Avec dégoût. Mais je l'ai suivi depuis 22 ans à travers les vidéos de Dieudonné, avec certains renseignements que j'ai pu glaner à droite et à gauche. Et vous savez, le milieu de l'administration pénitentiaire, c'est un milieu qui est difficile à pénétrer. Et d'autant plus que nous, en tant que partie civile, on n'a aucun droit. Donc je l'ai suivi, et je le suis encore
Là, au mois de juillet 2021, là, il vient de faire sa demande de libération conditionnelle. On va en parler de ça tout à l'heure, parce que pour moi, c'est le sujet numéro 1 de l'interview qu'on doit avoir ensemble. Avant ça, Oui. Monsieur Girard, quand on raconte cette histoire, il y a quelque chose qui saute aux yeux. Ce sont les failles de la police, Oui. de la gendarmerie et de la justice de l'époque. Vous en avez été une victime directe. C'est-à-dire qu'au moment où Simon Cohen est blessé, vous tentez de profiter de l'occasion pour attirer l'attention sur la disparition de votre fille Nathalie, et on vous prend pas au sérieux. Mais oui, ça a été le grand drame, parce que si j'avais bénéficié de la moitié de leurs possibilités d'investigation, j'aurais peut-être sauvé la vie de Mouly et de Rousseau. Hein. Mais non, c'est resté dans l'oubli, dans l'ombre. La seule réponse, c'était de dire « Votre fille est majeure, saine d'esprit, c'est une disparition comme une autre, nous n'excluons pas que ce soit une histoire de famille. J'ai eu beau prouver avec des lettres qu'elle nous envoyait que Nathalie avait des liens familiaux normaux avec nous, elle était affectueuse. Il devait venir pour Noël 97. Mais hélas, le mois d'avant, ils sont morts. Alors, on a surmonté ça. Moi, je l'ai surmonté le temps, et puis surtout, l'aide de mon épouse qui a été toujours à mes côtés. Est-ce que vous n'avez pas commis une erreur à ce moment-là? C'est de ne pas prendre d'avocat, d'avoir quelqu'un qui défend vos intérêts auprès de la justice, notamment. Oui, c'est vrai. Je l'ai fait en 99. 2 ans après. Oui, c'est vrai. Non, j'ai fait des erreurs, mais je faisais mon apprentissage de détective privé. J'ai pris un détective privé Oui. qui m'a escroqué. Oui. Bon, et puis on n'a rien trouvé. Comme toujours. Si, on a trouvé une Nathalie Girard. Il a trouvé l'appartement. J'y suis allé, j'ai planqué pendant 2 jours, n'est-ce pas, du matin jusqu'au soir, pour voir si ma fille était bien là. Et sur l'entrée de l'immeuble, il y avait un panneau des locataires, il y avait Girard. Alors je dis, elle est là. Ah oui, il y en a plein de Girard. Oui, elle est là, elle se cache. Non, c'était pas elle. Je l'ai suivie. Je l'ai suivie entre Rissorangis et Viry-Châtillon. Elle est rentrée dans un magasin de vêtements. Je l'ai suivie en écartant les vêtements. Je me suis trouvé face à face avec elle. Et puis, c'était pas elle. C'était une inconnue. Le détective s'était trompé. Lui aussi, il m'a dit, écoutez, c'est une histoire de famille. Ça nous regarde plus maintenant. Débrouillez-vous. C'est tout. Alors, il se trouve que Stranieri, ayant effectué la moitié de sa peine, puisque la moitié de perpète, c'est 15 ans, est libérable aujourd'hui en conditionnel. Il a déjà déposé 2 demandes, c'est ça? Oui. Il a déposé 2 demandes pour raison de santé, protection que son pronostic vital était engagé, en 2013 et en 2014. Ces 2 demandes ont été rejetées, puisqu'il n'a pas été prouvé que, évidemment, son pronostic vital n'était pas engagé. Mais là, il a droit à une conditionnelle au regard du temps qu'il a passé en prison. Donc, il vient de déposer une demande de libération conditionnelle. Non, d'abord, il a été condamné à perpétuité avec 22 ans incompressibles. Ouais. C'est la période de sûreté. Bon, depuis le 9 juillet 99, vous faites le compte, au 9 juillet 2021, on a bien les 22 ans. Ouais. À fin juillet, il a fait une demande de libération conditionnelle. C'est son droit. Bon. Mais nous, en tant que partie civile, nous n'avons pas de droit. Nous avons juste le droit de formuler des observations. Alors, je l'ai fait. Ce que vous avez fait? Je l'ai fait en 2013, je l'ai fait en 2014, et là, je viens de la refaire. Bon, bien sûr. J'ai envoyé ça au service d'application des peines, au tribunal judiciaire de Versailles, et je suis dans l'attente. Je suis dans l'attente. On n'accuse pas réception. Je pense qu'ils l'ont reçu. J'ai fait un dossier conséquent où j'ai repris, l'affaire, en gros, depuis le début, mais j'ai repris notre affaire. L'histoire de M. Simon Cohen ainsi que celle de l'Aveyron, je les connais par cœur. Bon, il y a des détails de l'Aveyron que je connais, que m'a confié Corinne Mouly. Bon. Mais ce qui importait, là, dans ma requête, entre guillemets, d'observation de partie civile pour contrer sa demande de libération conditionnelle, c'est de refaire
son parcours en prison, depuis les 22 ans. Et vous savez quoi de son parcours en prison, vous? De rip et de rap, disons, allez. Comment est-ce que vous savez comment il s'est comporté en prison? Vous avez des contacts avec des surveillants? Non. Vous avez eu des informations? Oui, c'est pas des secrets, mais enfin... Et comment il se comporte, alors? Alors, il se comporte normalement, mais le fond de Stranieri est toujours présent. Comme c'est un manipulateur et un menteur né, il veut être libéré. Alors, bon, en 2014, je crois, il y avait une sœur qui s'était plus ou moins proposée pour l'héberger, mais enfin, ça n'a pas... Si vous voulez, la libération conditionnelle dépend de l'article 729 du Code de procédure pénale. Cet article précise les conditions, c'est-à-dire... Un logement? Les conditions d'une réinsertion, à savoir un métier, un emploi, un projet d'emploi, un ensemble de démarches sérieuses, n'est-ce pas, qui prouveraient qu'il y a un souhait et une volonté de se réinsérer dans la société. Il ne répond à aucune. Non, mais attendez, moi je vais vous demander, le point le plus important, c'est que vous, qui savez très exactement ce qu'il a fait, vous pensez qu'il reste dangereux aujourd'hui, au-delà de 22 années de détention? Toujours. S'il sort, il aura 65 ans. Donc un homme à 65 ans, physiquement, bon, vous savez, il n'a fait aucun effort, il n'a pas travaillé. Il a travaillé pendant un certain temps, mais enfin, il a toujours refusé de nous verser il me doit, je crois, 11 000 euros, mais entre ce que m'a alloué la commission d'indemnisation des victimes et ce que m'a versé le fonds de garantie, bon, il y a 11 000 euros d'écart. Et ça, c'est... Il vous a pas payé 1 euro? 70 euros en 22 ans. Ça c'est pas bon pour sa libération conditionnelle, entre nous. Hein. 70 euros, c'est pas un versement volontaire. Mmh. C'est une partie de son pécule qui est dédiée aux victimes. Alors, comme on est nombreux, évidemment. Puis un jour, ça a cessé, et puis j'ai laissé tomber, parce que on recevait des virements de 0 euros, 50 centimes, 70 centimes, c'était ridicule, c'était même, je considérais que c'était une insulte. Mais, vous savez, j'étais blindé quand même. C'est bien que vous racontiez ça, parce qu'on parle jamais de l'indemnisation civile et de la manière dont les victimes sont indemnisées par le condamné année et mois après mois. Les psys, qu'est-ce qu'ils disent à son sujet? Là, vraisemblablement, mais vous savez, justice me fait pas de confidence. Hein. Ils l'ont fait les 2 premières fois parce que c'était une raison de santé. Ils ont conclu que non. Bon. Mais que vont-ils faire? Que va faire le JAP qui est chargé? Je ne sais pas si vont... Mais ce sera la même réponse. Je connais d'avance les réponses. Et parce que les 2 premières fois, dans les procès-verbaux des 2 tribunaux d'application des peines, en 2013 et en 2014, j'ai eu le compte-rendu, moi. Le juge d'application des peines. Il a été examiné par plusieurs psychiatres. Et la première fois, il s'en est fallu de peu. Ça a changé. Mais à l'époque, c'est en 2013, il fallait l'avis de 2 experts. Et il fallait que les avis soient concordants pour qu'on donne droit à sa demande. Ça ne veut pas dire qu'il eût été libéré, mais enfin, c'est comme ça. Or, Et il disait quoi, les avis des 2 experts sont divergents. Bon. J'ai eu ces 2 experts. C'est surtout celui qui disait qu'il pouvait sortir. C'était un escroc. C'est tout. Bon, l'autre a fait son travail consciencieusement. Il avait d'abord été interrogé à l'époque de son procès dans le cadre de l'instruction. Et il mentait. Alors, Stranieri a une caractéristique, c'est qu'il invente. Ouf. C'est un menteur et il invente. Il invente des choses incroyables. Si je vous contais ce qu'il vous a raconté pour expliquer la disparition de Madame Rousseau et de Monsieur Mouly, ce serait, je m'excuse, mais c'est hors de rire. Mais oui, il a dit qu'ils avaient le sida, ce qui était quand même un truc complètement dingue. Oui, non, mais oui, encore ça, il en a vu d'autres.
Non, il a fait beaucoup plus. Je vais vous expliquer brièvement. Il est en prison, en garde à vue, à Rodez. Il voit des journaux et des revues. Il tombe sur une revue qui explique la fameuse tragédie de Flavin en Aveyron, d'un dénommé Von Matt. Oui. Et là, il enfourche le cheval et il dit bon voilà, c'est Von Matt qui m'a contacté, m'a donné l'argent pour le blanchir, et moi je suis souffrir, je suis qu'un domestique, je n'ai aucune responsabilité, je sais pas, c'est Von Matt qui les a tués. Oui. Alors, on va pas rentrer plus avant là-dedans. Ce que j'entends, Monsieur Girard, je peux le dire, vous avez 87 ans aujourd'hui. Oui, oui. Ça fait des années et des années que vous consacrez votre vie à cette affaire. Je suis obligé à la mémoire de ma fille, monsieur Mondin. J'ai juré à Viry-Châtillon, sur le bord de la fosse, j'étais là. J'ai vu le cadavre. Vous savez, c'est des images qui, quelquefois, me réveillent la nuit. Bon, un corps qui est resté dans la terre depuis 20 mois, c'était plus ma fille. Mais elle était là, et les analyses ont prouvé. Alors, il y a une chose, quand même, qui s'est passée. Ma fille et Frédéric Hanneman ont été abattus par balle. Il oublie, ou je sais pas, là, j'ai jamais compris, il laisse la carabine dans l'auberge du New Love. Les gendarmes la trouvent. Ils l'emmènent. Ils la mettent dans un placard à Juvisy, au commissariat de Juvisy, et puis elle attendra. Quand on fait l'autopsie de Frédéric Hanneman et de notre fille, certaines balles, quelques balles, étaient exploitables. Donc l'expert en balistique qui a analysé les balles a trouvé deux anomalies. D'abord, le canon de ce genre de carabine est rayé. C'est des rayures dans le canon en forme sous forme d'hélice qui donnent une force de rotation à la balle. Bien sûr. C'est caractéristique, quoi. Oui. Et en plus, à la sortie du canon, il y avait une petite bavure. Donc la balle avait la forme des stries, mais il y avait des fautes de fabrication, il était à l'envers. Et il y avait la petite marque de la bavure dans la balle. Monsieur Girard, pardonnez-moi de vous couper parce qu'on va pas pouvoir rentrer dans ces détails. Mais ce que j'entends là, c'est que toutes ces années, après presque 25 ans, oui, vous êtes toujours à 100% sur ce dossier. Votre vie entière, en tout cas, la fin de votre vie, oui, a été entièrement dédiée à ça. Oui, non, pas entièrement, parce que vous savez, j'ai eu d'autres soucis, mais enfin, passons. Non, mais c'est le fond. C'est le fond depuis... Je me suis jamais bien remis, vous savez. Mais je suis pas tout seul. J'ai une épouse merveilleuse qui me soutient. Je lui dois d'être là, d'être présent, mais on en parle très, 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 très rarement, sauf quand il y a un fait nouveau, mais l'un et l'autre... Oui, je vous parle, là, je suis dans mon bureau et il y a la photo de ma fille accrochée au mur. Là, j'avais un bateau et on était parti faire une promenade sur le bassin d'Arcachon et je l'avais photographiée. Elle est là. Elle est toujours là, notre fille. À 87 ans, évidemment, vous savez, j'espère que ce que je voudrais, et le seul vœu que je peux faire, moi, c'est un vœu pieux, c'est qu'il crève avant moi. Je comprends. Bien dit qu'il crève, qu'il décède pas, non, qu'il crève. Je vous remercie infiniment, Monsieur Girard, et j'ai infiniment de respect pour ce combat que vous menez depuis tant d'années. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.